Bonjour et bienvenue à tous sur l'émission TV Mag Enquête. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'évolution des femmes dans la publicité, de l'industrialisation à nos jours. Mais qu'est-ce que la publicité? La publicité, c'est une forme de communication de masse dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée, donc c'est-à-dire le consommateur, l'usager ou encore les lecteurs, afin d'inciter à adopter un comportement souhaité, donc l'achat d'un produit, l'élection d'une personnalité politique. Il existe plusieurs définitions à cette publicité. La première, c'est une plus large, donc c'est toutes les méthodes permettant de faire connaître une idée, un événement ou encore un produit. Ensuite, il existe une définition plus étroite, qui concerne exclusivement l'utilisation rémunérée des 5 principaux supports ou moyens de communication, donc c'est-à-dire la presse, la radio, le cinéma, l'affichage ou encore la télévision, comme ici. Donc c'est en vue de la diffusion d'un produit ou d'un service. Comme le disait Émile de Girardin en 1845, je cite: « Pour être utile à celui qui l'a fait et commander la confiance de celui à qui elle s'adresse, l'annonce doit être concise, simple et franche. Ne portez jamais aucun masque, marchez toujours droit à son but, la tête haute. La publicité, ainsi comprise, se réduit à dire « Dans telle rue, à tel numéro, on vend telle chose à tel prix ». À quelques exceptions près, la publicité de nos jours ne correspond pas vraiment à celle décrite par Girardin. Je m'explique, elle ne fournit généralement pas l'information dont le consommateur peut avoir besoin. Par exemple, dans la représentation de la femme, la publicité fait passer un message plus ou moins implicite, laissant deviner un stéréotype sans le communiquer directement. Les publicités ne mentionnent pas non plus les défauts et les dangers éventuels. Par conséquent, la publicité amuse ou distrait, mais n'informe pratiquement pas. Aujourd'hui, nous allons faire appel à notre spécialiste des sanctions publicitaires, Anna Pelletier. Bonjour. Bonjour. Donc, de nos jours, les principes de la recommandation image de la personne humaine, de l'ARPP, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, sont clairs. Effectivement, il y a 6 lignes principales. La première est que la publicité ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne. Elle ne doit également pas apporter atteinte à la décence, ne pas réduire la personne humaine à la fonction d'objet, ne pas présenter ou induire de stéréotypes dénigrants. Également, ne pas induire une idée de soumission et à contrario de domination, ou de dépendance et encore à contrario d'exploitation, dévalorisant la personne. Enfin, ne pas présenter de violence, qu'elle soit aussi bien morale que physique. Mais est-ce vraiment respecté? Non. Par exemple, pour le cas du sexisme, la publicité, elle devient sexiste dès lors qu'elle reproduit des préjugés à l'égard des femmes, à l'égard de leurs traits de caractère ou encore à l'égard de leur rôle dans la société. Puisqu'elle met en scène en l'esthétisant ou en rendant humoristique cette inégalité, et enferme les femmes dans les carcans d'une identité figée et de rôles sociaux préétablis et stéréotypés. Merci beaucoup. Accueillons à présent notre historienne Claire Forioli. Bonjour. Alors, en effet, le sujet de la chronique d'aujourd'hui porte sur la période de la première industrialisation à de nos jours. C'est pour cela que nous allons rappeler le contexte historique de cette première industrialisation. Alors en effet, la publicité s'est manifestée dès la première industrialisation, qui est le passage d'une économie à prépondérance agricole à une économie à prépondérance industrielle. C'est-à-dire que c'est le fait d'équiper d'industrie une ville, une région ou un pays. C'est un processus complexe qui permet d'appliquer à un secteur ou à une branche de l'économie des techniques et des procédés industriels qui apportent rationalisation et hausse de productivité, créant ainsi une spectaculaire mutation économique et sociale grâce au développement du commerce et de l'artisanat. Donc alors, pendant la première industrialisation, les publicités respectaient la définition d'Émile de Girardin. Elles avaient pour seul but de présenter un produit avec les caractéristiques dont avaient besoin les consommateurs. Il n'y avait que du texte, et donc pour cela, peu de représentation des femmes. C'est pour cela que la chronique d'aujourd'hui ne va pas porter sur la première industrialisation, mais commencer dès la deuxième industrialisation, qui est la période durant laquelle les femmes ont commencé à être représentées dans cette publicité. D'accord. Maintenant que nous avons bien cadré le sujet, nous allons commencer notre analyse sur l'évolution de la représentation de la femme dans la publicité de 1880 à 1930.
Donc cette période, qui est la période de la deuxième industrialisation, est marquée par des grandes innovations qui vont permettre la croissance économique des pays et des gains de productivité très importants. Le développement de la production mécanique de l'électricité, du moteur à explosion utilisant le pétrole, de l'industrie chimique, des moyens de communication, des moyens de transport ou des bateaux à vapeur. Tous ces moyens permirent une modernisation et un développement économique des pays. Merci beaucoup Claire. Nous allons donc à présent faire appel à la spécialiste des pubs, Anna. Donc effectivement, nous allons prendre l'exemple de quelques pubs sur cette période. Donc en effet, sur cette période, le rôle de la femme est particulier. Il est celui de s'occuper de la maison et des enfants. C'est l'image de la femme plutôt réservée. Donc si l'on prend l'exemple de cette pub des années 20, qui représente une femme étendant son linge, avec à l'arrière-plan une machine à laver, donc il affirme le fait que la femme a bien ce rôle de s'occuper de la maison. Nous pouvons affirmer ce fait avec cette deuxième représentation d'une pub pour le savon de Marseille, sur la même période, qui représente également une femme de dos, qui a l'air plutôt épanouie, souriante, en ayant également ce rôle de la femme qui s'occupe de la lessive et de la maison. Donc ces femmes, ici présentes, sont représentées en tant qu'épouses, en tant que mère au foyer ou en tant que jeune fille, mais ne jouant pas du tout le rôle de la provocation. Comme le disait Colette dans Colette la Vagabonde, qui est un roman écrit en 1910 en France, cette humeur protectrice, cette adresse à soigner, cette maternité délicate dans le geste, voici donc l'apanage des femmes. C'est exactement la représentation des femmes sur cette période. Et puisqu'elles paraissent réservées, leur image doit paraître rassurante pour faire vendre le produit, qui peut être soit pour de la lessive, des biscuits ou du savon. C'est une image féminine qui est très réservée. Mais était-ce la seule représentation? Non, puisque durant cette période, la femme est représentée dans la publicité avec une certaine beauté. Une femme qui prend soin d'elle. Si on prend l'exemple de cette pub qui est la première pub pour la marque Nivea, qui date de 1912, le célèbre artiste Hans Rudi Hertz joue avec les attributs de la femme idéale, c'est-à-dire une femme fraîche, une femme ronde, une femme souriante, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est-à-dire la femme fragile. Si on prend cette pub également de Nivea, qui elle date de 1924, le romantisme est illustré par le portrait d'une femme. Cette femme a les yeux baissés, la trace d'un sourire timide, une peau qui est pâle et une coiffure élaborée, qui constituaient les attributs également de la femme fragile de l'époque. En 1924, pourtant, la nouvelle femme s'est déjà imposée. Une femme dont l'émancipation était plus visible que la période précédente. Merci Adna. Nous allons maintenant faire appel à notre historienne. Alors, effectivement, les femmes commencent à s'émanciper, notamment après la Première Guerre mondiale, avec des droits qui leur sont accordés. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, les femmes se voient de plus en plus de responsabilités accordées. Par exemple, en 1915, il leur est confié l'autorité paternelle en l'absence du père, et ce pendant la totalité de la guerre. Elles prouvent leurs capacités intellectuelles et leurs aptitudes physiques. Elles prouvent également qu'elles ont les mêmes capacités intellectuelles et physiques que les hommes. C'est pour cela que sur cette période, c'est également une période où la mode va commencer à changer. Puisque les femmes commencent à s'instruire, elles commencent à se retirer de la femme au foyer, comme on l'a vu précédemment, et elles suivent une nouvelle tendance dans les années 20 et optent pour un corps androgyne dont elles gomment les attributs féminins. Elles portent des robes droites et adoptent le pantalon. Est-ce que vous portez des jeans Levi's? Oui. Et bien, si vous ne le saviez pas, les jeans Levi's, vers les années 1918, étaient une marque où le rôle des femmes dans la société était en train d'évoluer. Levi's prend la décision de produire des vêtements destinés à ces femmes. Cette même année, Levi's crée un vêtement une pièce pour la gamme féminine destinée à la fois au travail et à la fois au loisir, selon les dires de cette marque.
La publicité de ce produit est une photographie qui représente des femmes, donc ici 4 femmes qui sont vêtues d'un pantalon et d'une chemise qui est plutôt des attributs masculins et qui effectuent des travaux domestiques mais également des activités physiques telles que la marche comme on le voit ici, qui n'était pas une représentation habituelle de la femme, qui avait plutôt des représentations d'habitude du foyer, etc. D'accord. Et dans le sport? Et bien dans le sport, il y a également les premières rencontres sportives qui ont lieu. Elles s'organisent dès la fin du 19e siècle en France. Mais dès la fin du 19e siècle, comme on le sait, elles sont exclusivement masculines, ces rencontres sportives. Mais il va commencer à y avoir l'émancipation des femmes dans ce domaine. Le sport est considéré sur cette période comme une activité qui est virile, qui est un véritable symbole de la masculinité et qui l'exclut du fait de la gente féminine. Mais au début du XXe siècle, les femmes s'adonnent à des sports avec la une, donc telle que cette une du magazine L'Actualité du 1er novembre 1903, qui est consacrée à la course des midinettes. Mais qu'est-ce que la course des midinettes? Alors la course des midinettes, c'est une course organisée en 1903 à Paris. Elle réunit de nombreuses couturières. Donc ce nombre élevé de participants traduit assez bien le souhait de ces femmes de pratiquer une activité sportive en compétition, donc de s'émanciper et d'égaler l'homme. Voilà, et on le voit sur la représentation qu'il y a à la fois des hommes et des femmes, qu'il y a cette mixité qui est représentée et cette émancipation des femmes dans le sport. Il y a également, pour représenter cette émancipation du sport pour les femmes, l'exemple de cette équipe de football féminin lors du championnat de Paris, qui est une illustration tirée du Petit Journal du 18 novembre 1923. Donc on voit des femmes qui sont en pleine action avec des chaussettes de foot, avec voilà, elles ont l'air totalement joyeuses dans ce qu'elles font, totalement épanouies, et elles prennent le rôle de l'homme sur cette époque. Et dans le monde du travail? Alors tout le monde s'accorde aujourd'hui sur le fait que l'instruction est une des formes principales et premières de liberté. Oui. En France, ce n'est qu'à la toute fin du 19e siècle que les filles auront le droit de goûter aux fruits de cette émancipation, car elles gagnent tout de même des droits au niveau de l'enseignement, puisque les institutrices obtiennent l'égalité de rémunération avec les hommes, et qu'en 1924, l'enseignement secondaire devient le même pour les filles et pour les garçons. Donc les femmes commencent à s'instruire et à accéder au monde du travail. C'est donc à partir de la seconde industrialisation que les femmes commencent à accéder au monde du travail grâce à l'instruction qu'elles reçoivent et grâce à cette liberté en fait. Voilà, donc exactement, c'est exactement ce que Claire a dit. Donc on va illustrer cette émancipation dans le monde du travail des femmes avec cette gravure qui est illustrée également du Petit Journal de 1904 qui s'appelle Les Demoiselles du téléphone, représentant des femmes qui travaillent dans un central téléphonique à Paris. Effectivement, on voit de nombreuses femmes qui sont en pleine action, qui sont en train de travailler effectivement et qui n'est pas quelque chose de tellement reconnu sur cette époque. Mais également avec l'exemple de cette couverture de L'Assiette au beurre de 1906 par Guido. Et c'est quoi L'Assiette au beurre? Donc L'Assiette au beurre, c'est un magazine satirique illustré français qui est apparu de 1901 à 1936. Et donc cette représentation montre une femme qui est assise à son bureau. Et donc c'est l'image d'un brevet de capacité pour l'enseignement primaire. Donc cette femme étudie dans le but de devenir professeur et donc dans le but d'accéder au monde du travail comme on le disait précédemment. Donc sur cette époque, pendant la deuxième industrialisation, donc de 1880 à 1930, les femmes ont le rôle de la femme au foyer, mais elles tentent de changer cela en s'émancipant de différentes manières comme on l'a vu. À présent, nous allons parler de la représentation de la femme pendant la période de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux 30 Glorieuses. Tout d'abord, au cours de la Seconde Guerre mondiale, on montre la femme comme une femme travaillant à l'industrie, participant à l'effort de guerre en fabriquant des armes. Alors, nous allons pour étudier cette partie prendre l'exemple de Rosie la Rifteuse. Donc, Rosie la Rifteuse, c'est un personnage qui apparaît à partir de décembre 1942 dans les médias, surtout dans les chansons et dans les affiches, mais aussi au théâtre.
Donc ce personnage est inventé de façon à encourager les femmes à changer leur quotidien et à donner un modèle pour remplacer les hommes. Eux étaient partis au front, donc il fallait des femmes dans les usines. Donc si l'on prend le début de cette représentation de Rosie la rifteuse, elle a été représentée dans une chanson. Et il y a une phrase dans cette chanson qui est « That little frail can do more than a man will do », que l'on peut traduire par « Cette petite mignonne peut faire plus qu'un mâle ». La femme est certainement vue comme mignonne avec le mot « frail », donc une jeune fille dans les codes de la représentation féminine classique, mais cette femme est capable de plus qu'un homme. Cette opposition mâle-femelle, où la femelle sort vainqueur, est un véritable bouleversement pour cette époque de l'image de la femme. All the day long, where the rain or shine, she's a part of the assembly line. She's making history, working for victory. Rosie, the riveter, keeps a sharp lookout for sabotage. Sitting up there on the fuselage, that little frail can do more than a male can do. Rosie, the riveter, Rosie. Et avec cette deuxième représentation de Rosie la rifteuse, en 1942, un dessinateur de Pittsburgh, Howard Miller, était embauché par le comité de coordination de production de guerre de la société Westinghouse. Donc l'objectif était encore là de booster l'effort en faveur du monde libre. Donc son inspiration lui est venue d'une photo du United Press International qui immortalisait une authentique ouvrière, donc vraiment pour montrer la réalité des faits, d'une chaîne du Michigan qui s'appelait Mary Doyle. Donc l'origine du poster de Miller, avec cette fois sur fond jaune, une femme avec un bandeau rouge à pois blanc qui était noué sur sa tête, les manches qui étaient relevées sur un biscotto, et elle clamait dans une bulle « We can do it », donc nous pouvons le faire. Donc derrière cette peinture, il y avait une femme, donc encore là Mary Doyle, qui est donc le modèle de l'icône de Rosie la rifteuse, qui est morte, je ne sais pas si vous le savez, qui est morte récemment. Elle venait d'avoir 92 ans et donc elle avait symbolisé les 6 millions d'Américaines qui avaient remplacé les hommes qui étaient eux partis au front et disons qu'ils les avaient remplacés dans l'industrie de l'armement pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc la célèbre peinture qui la représente, qui est signée de Norman Rockwell, reste éternelle. C'est vraiment un symbole pour notamment les Américains. Oui. Donc cette œuvre, qui est une œuvre propagandiste, a explosé aux yeux du public en ouverture du Saturday Evening en 1943, donc en pleine guerre. Donc on y découvrait donc celle qu'on appelait Rosie. Elle est représentée en bleu de chauffe, les manches retroussées également pour vraiment prouver ce côté masculin qu'elle voulait représenter, sur des bras de catcheuse, tenant un sandwich dans la main gauche, une puissante rifteuse posée sur les genoux et un pied écrasant Mein Kampf. Donc vraiment là on a cette notion de la femme qui veut vraiment Oui, puis une femme qui est forte et qui on veut qu'elle le soit encore plus en fait. C'est exactement ça. Une femme qui vraiment le monde libre. Voilà, c'est vraiment à cette période qu'il y a vraiment cette notion. Après la Seconde Guerre mondiale, les 30 Glorieuses désignent la période de forte croissance économique et l'amélioration des conditions de vie qu'a connue la grande majorité des pays développés entre 1945 et 1975. Donc la première période de la période des 30 Glorieuses se déroule après la Seconde Guerre mondiale pendant les années 1950. Donc durant les années 1950, ce n'est pas un retour en arrière, mais la femme est de nouveau représentée comme une personne, enfin une ménagère s'occupant des enfants, mais aussi comme une femme ménagère accomplissant la totalité des tâches domestiques. Alors en 1950 toujours, l'idée majeure que l'on a de la femme est celle d'une femme ignorante, sans envie de découvrir autre chose et sans vraiment de curiosité intellectuelle, et généralement sans emploi.
Elle n'a d'intérêt que pour le bon entretien de sa maison et de sa famille. Donc c'est vraiment comme la notion qu'on a vue dans la première partie, c'est vraiment la femme ménagère qui a ce rôle de maison. C'est pour ça que nous parlons de retour en arrière, parce que ce n'est pas vraiment un, mais dans les idées, c'est quelque peu. Cela ne reste pas un fait social, quand même, parce qu'elle est présente à travers la publicité, qui se sert de la femme comme une arme à achat, en fait. Plusieurs marques de produits ménagers vont en effet s'engouffrer en fait, dans la voie de considérer la femme comme vraiment cette arme d'achat. Mais est-ce vraiment la même représentation dans la Seconde Guerre mondiale? Alors, après la Seconde Guerre mondiale, le confort au foyer s'est nettement amélioré. Il a beaucoup évolué grâce aux progrès techniques, comme par exemple l'aspirateur, la machine à laver. Donc alors vraiment, les publicitaires se sont emparés de la femme en fait pour promouvoir leurs produits qui sont censés faciliter leur vie quotidienne de ménagère et leur laissent plus de temps libre à consacrer à leur mari et à leurs enfants. Donc alors elles sont utilisées pour vanter les mérites des appareils ménagers et ces publicités sont souvent accompagnées de nombreux slogans plus sexistes les uns que les autres en fait. Donc on va prendre la représentation d'une publicité de cette période. Donc une publicité de 1950 pour la marque, c'est une publicité pour la marque Seb, qui est une marque de produits ménagers, de cocottes minutes, etc. Donc sur cette pub, nous voyons une femme qui est souriante, donc elle est contente d'être là, elle est représentée ainsi, utilisant sa cocotte minute et reposant sa main gauche en levant le pouce, qui est vraiment signe d'approbation du produit. Elle affirme qu'elle est contente d'être là en souriant et en levant le pouce en disant c'est bien quoi. Vraiment c'est ça. Donc le slogan qui est présent sur cette publicité qui est monsieur, vous qui aimez la bonne cuisine, offrez-lui une superbe cocotte. Lévi, est-ce que si on vous disait ça, vous seriez contente? Non, c'est vachement osé quand même. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette notion de c'est la femme qui fait tout et donc ça invite les maris à offrir des produits ménagers à leurs femmes afin qu'elles leur concoctent de bons petits plats. Et je trouve qu'on a aussi la notion que c'est grâce à l'homme qu'elles peuvent faire ça. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est grâce à leur argent, c'est grâce à ce qu'ils vont leur offrir qu'elles vont pouvoir... La femme existe à travers l'homme. Voilà, c'est exactement ça. Donc, ce que vous venez de me dire et ce que j'ai affirmé précédemment, nous pouvons encore plus le montrer avec cette publicité pour la marque d'aspirateur Hoover. Donc, c'est l'idée également de la femme ménagère au foyer qui est ici représentée. Nous voyons une femme qui est allongée par terre. Donc là, on a en plus la notion de soumission un peu avec la femme qui est assise par terre, allongée par terre, qui apprécie vraiment son aspirateur. On voit dans ses yeux, il y a de la délicatesse, elle est vraiment attentionnée avec son produit ménager. Donc elle a eu pour Noël et qui la comble véritablement de joie. Donc le slogan, le matin de Noël, elle sera plus contente avec son aspirateur Hoover, reflète vraiment cette idée. Ah oui. Donc, ces deux publicités ont le même objectif, mettre en avant le côté sauveur du mari, comme vous le disiez, puisqu'il offre des produits électroménagers à sa femme, lui facilitant ainsi la vie et en attendant d'elle qu'elle continue de s'occuper des tâches ménagères. Ah oui. Voilà. Donc dans cette période des 30 glorieuses, une deuxième période s'inscrit. Donc c'est celle de la femme qui s'émancipe en commençant par exemple à travailler. Donc, mais je me posais une question, comment du coup se manifeste exactement ce fait? Alors en fait, les femmes de la société de la fin des années 1960 et du début des années 1970 est en pleine révolution. En fait, c'est le début du féminisme en fait, et c'est un changement radical du statut de la femme. Donc cette révolution se fait premièrement dans les années 1960 avec la représentation de la femme en quête de liberté et la naissance de la femme pin-up. C'est un objet de convoitise pour les hommes. Et donc dans les années 70, comment ça se passe? Alors en fait c'est dans les années 1970 que l'image de la femme va être d'autant plus importante. Elle continue de se moderniser et s'émancipe davantage. Alors dans les faits, les années 70 marquent une libération sexuelle et une libération sociale. Donc la femme est de plus en plus visible dans la société et occupe désormais un rôle de plus en plus proche de celui de l'homme. La femme acquiert de plus en plus de liberté, donc en effet on assiste à l'évolution des droits de la femme, donc c'est une avancée majeure dans les droits de la femme, vraiment. On assiste à l'avancée des revendications pour disposer de leur corps comme bon leur semble, la légalisation de l'avortement qui a été très important, on pratique la première fécondation in vitro qui était impensable 10 ans avant, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas dans les mœurs. Donc la femme qui travaille souhaite alors montrer ses compétences intellectuelles à travers le travail justement.
Elle se montre comme une femme qui sait à la fois allier sa vie de famille en s'occupant de ses enfants, mais également une efficacité dans son travail. Cette émancipation se traduit donc évidemment dans la publicité. Également en France, au mois de mai 68, il s'est passé... exact. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer. Oui, alors en fait, plusieurs manifestations ont eu lieu, donc celle de la femme. Cette manifestation est un événement déclencheur qui a permis le changement du rôle de la femme dans la société, vraiment. Ça. Donc en fait, on peut voir ça à travers ce graphique parce que vous voyez qu'à partir des années 1970, le taux d'activité des femmes a augmenté, passant de 47% en 1968 à 65% à la fin des années 1970. Donc c'est vraiment pas rien et ça va vraiment continuer d'augmenter. Et notamment avec la revendication des jeunes. C'est une nouvelle jeunesse qui est en train de se créer. Donc comme vous le disiez, dans les années 60-70, on retrouve la femme pin-up qui s'émancipe de plus en plus. Ah oui, et puis qui n'a pas honte d'être convoitée sexuellement. Non, exactement, qui assume son titre de femme. Donc voilà, c'est la femme pin-up. Donc elle est beaucoup représentée dans la publicité, notamment avec cette publicité pour la marque de scooter Vespa qui date de 1960. Donc la représentation de la femme, elle est nouvelle, puisqu'en effet c'est le début de la mise en valeur du corps de la femme. Elle est belle, elle est mince, elle est sexy cette femme, elle paraît joyeuse, elle est jeune et elle est bien dans sa peau. C'est la représentation de la femme idéale des années 1960, la femme qui fait rêver toutes les autres femmes. Donc elle est en sous-vêtements et elle sensualise ainsi un objet qui est masculin. Le scooter, c'est pas fait pour les femmes à l'époque. Donc de plus, le slogan qui est « Les belles vacances » fait référence à la position de la femme et son air qui est plutôt provocateur à cette femme. Donc en effet, le fait qu'elle soit ainsi représentée sur le produit indique que les vacances ne peuvent qu'être belles grâce à sa présence. Pour les hommes, pour le côté homme, puisque c'est fait pour ça, la pub, cette publicité donne l'envie d'acheter le scooter grâce aux vacances représentées et elle insiste les femmes à l'acheter car elles ont le désir de ressembler à cette femme qui est représentée. Exactement, c'est vraiment le but pour les femmes qui commencent à acheter, les publicitaires essayer vraiment que les femmes s'identifient aux femmes. Voilà, de refléter l'idéalisation, quoi, vraiment. Cette seconde pub pour la marque Drummond Sweaters représente également la femme qui est une femme pin-up. En effet, on voit une femme qui est allongée, qui est complètement... Elle a les cheveux les mains dans les cheveux, elle est nue, mais elle est couverte par des manches quand même, pour montrer qu'elle n'est pas complètement nue. Donc par des manches de pull d'homme, puisque c'est une marque d'homme. Elle est fine, elle est formée, elle est sensuelle, elle est sexy, elle est fraîche, elle représente l'idéalisation. C'est une marque pour hommes dont l'égérie est une femme. La marque joue sur ce fait et l'exprime dans le texte en inscrivant « If you guys don't buy this next Drummond sweaters, we'll go right back to male models ». Donc en français, ça veut dire si vous, hommes, n'achetez pas ces pulls Drummond Sweaters, nous reviendrons immédiatement à des mannequins d'hommes. Donc il y a du chantage dans cette publicité, oui. C'est ça le plus risible. La marque va jusqu'à menacer sa clientèle masculine pour vendre son produit grâce à l'obsession sexuelle de l'homme pour la femme. C'est vraiment... Ah oui, et c'est très caractéristique de cette période. Des femmes qui vont faire la publicité pour un produit masculin, oui. Parce qu'elle est un objet sexuel, c'est caractéristique de cette période. Ah, c'est complètement ça, c'est vraiment... Donc on les a vus dans la marque pour Vespa et dans la marque pour Drummond Sweaters, c'est vraiment cette notion. Mais donc c'est un peu comme la femme qui s'émancipe. Oui, en quelque sorte. Comme dans les pubs précédentes, c'était une femme qui assumait son rôle féminin. Mais ça restait quand même des femmes au service de l'homme, oui, puisque c'était des marques masculines. Mais si on prend l'exemple d'une publicité pour la célèbre boisson américaine Coca-Cola, nous observons que dans cette affiche de Coca-Cola qui date de 1965 ici, l'image de la femme a changé par rapport à la période précédente. Pourquoi ? Ici, le mode vestimentaire que l'on voit de la femme est la chemise et les lunettes, donc ça représente un peu une tenue de travail. On peut voir que les objets qui encadrent la femme ne sont pas ici des produits ménagers, mais ce sont des crayons et des papiers. C'est quelque chose qui est complètement nouveau. Ces crayons et ces papiers, ça symbolise quoi ? Ça symbolise d'abord la connaissance, puis le travail ou les études.
Donc le statut de la femme ici a également changé à travers cette affiche. On peut voir que la femme n'est plus soumise à l'homme, mais que c'est l'homme qui sert la femme. On voit que c'est la femme qui travaille et l'homme qui est au service de la femme en lui envoyant du Coca-Cola sur un plateau. On peut le voir avec cette seconde publicité de 1965 également. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà vu des pubs pour Nivea, pour la marque Nivea, les premières pubs de la marque. Mais ici on a une pub avancée dans la marque qui a progressé également au rythme des époques. Et donc cette publicité montre une différence avec celle de 1912. En effet, elle montre une femme qui est libérée, une femme qui court sur la plage, qui pratiquent la même activité que son mari. Ils sont tous les deux en train de courir. Et ils s'occupent tous les deux, l'homme et la femme, de la distraction de leur enfant. Ce n'est pas que la femme qui s'occupe, on voit vraiment ce changement. Elle est souriante et elle paraît libérée, donc c'est vraiment une nouvelle notion. Mais cette émancipation est loin d'être totale. Ah oui, ça c'est vrai. Il y a certes une émancipation qui a commencé à se propager, mais ce n'est pas totalement réel. Effectivement, si on prend l'exemple de cette publicité pour Jersey Paul Furtick qui est parue dans Lui, le magazine de l'homme moderne dans les années 70. Sur cette pub, en effet, on y voit quoi? On y voit une femme et un enfant qui sont nus. En revanche, seul l'homme porte un pull avec le slogan « Une femme, une pipe, un pull ». On peut en déduire que c'était l'idéal pour l'homme des années 70. Cette publicité, elle est dégradante pour la femme et montre encore cette image de la femme soumise à son mari. Cela montre donc que l'émancipation de la femme n'est pas encore acquise à la fin des années 70. Ah oui, tout à fait, oui. Mais on remarque également dans cette volonté d'émancipation mais qui n'est pas encore acquise, le nu intégral de la femme dans la publicité à cette période qui était une représentation qui était courante, effectivement. Donc, voici l'exemple dans une publicité pour la marque de crème solaire Bergasol. Cette femme, elle est de dos, elle est effectivement nue, intégralement nue. Elle est assise et nous pouvons apercevoir son fessier. Donc là, il y a vraiment une connotation qui est sexuelle. Hein. On voit toute la femme. Et également cette publicité pour la marque de voiture Triumph qui représente également une femme nue. Donc c'est une pub de voiture, donc à l'époque c'est pour les hommes. Donc on a encore cette difficulté à représenter un homme dans une pub d'homme, c'est on attire l'homme avec le corps de la femme. Donc elle est également nue, cette femme, elle est de face, on voit cette fois sa poitrine, donc qui est un organe féminin. Elle court librement et joyeusement sur la plage. Donc c'est une pub de 1972 et on peut lire également le slogan « Soyez d'Urgène » qui a également ici une connotation plutôt sexuelle en attirant, en montrant que l'attirance du corps de la femme attire vraiment l'homme. Donc voilà, sur ces deux publicités, on voyait le corps de la femme qui était toujours omniprésent dans les publicités. Mais, donc cette publicité datait des années 1970, mais dès le début des années 60, on a quand même une émancipation, comme on l'avait vu, qui est relativement visible. Si on prend l'exemple de cette pub pour Moulinex, qui fait la transition avec l'émancipation du début des 30 Glorieuses, que l'on verra prochainement dans la prochaine partie, on voit ici une femme qui a le visage souriant, qui a le visage illuminé, qui est complètement libérée, elle a les bras levés, elle a le tablier qui vole. Ce tablier, il montre quoi? Il montre qu'elle est libérée grâce à l'achat de ce Moulinex, de ce produit électroménager qui va la libérer de toutes les tâches ménagères pénibles qu'elle faisait. Et donc, avec le slogan Moulinex libère la femme, on comprend que cette publicité, elle s'adresse à toutes les femmes ménagères de l'époque qui passaient leur temps aux tâches pénibles de la maison, le temps à cuisiner, et que l'achat de ce produit électroménager, ça va complètement les libérer, les soulager, oui, ça va les soulager, ça va et cet achat va lui procurer joie et libération, totalement. Donc c'est cette publicité qui va nous emmener à la transition avec la fin des 30 Glorieuses jusqu'à nos jours. On vous retrouve après une courte pause.
TV Mag Enquête afin de parler de la période de 1980 à nos jours. Donc durant les années 1980, la femme est de plus en plus moderne, elle travaille, elle rentre une fois pour toutes dans la vie active et a pour volonté de prouver qu'elle possède des capacités tant bien techniques qu'intellectuelles, donc c'est affirmé dans leur milieu professionnel. Donc en effet, elle dispose d'une plus grande autonomie décisionnelle et budgétaire. Elle va venir se manifester comme une nouvelle consommatrice et penser davantage à se faire plaisir. Donc, au sein de la publicité de l'époque, on remarque la femme comme plus individualiste dans ses achats. Voilà, donc exactement, c'est ce fait sur cette époque, comme on le voit ici avec cette publicité de 1980 pour la marque de prêt-à-porter Rodier, je ne sais pas si vous connaissez, qui met en scène une femme, les cheveux au vent, et souriante, elle est heureuse et elle est comblée. C'est un signe de liberté. Donc, elle tient dans ses mains des sacs de la marque Rodier. Elle vient donc de faire des achats. De plus, comme vous pouvez le voir, elle porte des boucles d'oreilles en forme d'étoile, signe d'un achat qui est récent et donc signe de sa consommation de masse. De plus, la phrase que l'on peut observer sur la publicité, la nouvelle boutique Rodier, j'en sors, indique qu'elle a fait des achats et qu'elle en est fière. C'est donc la représentation d'une femme libre qui ne pense plus seulement à faire plaisir à sa famille, mais surtout à elle-même. De plus, cette publicité pour la marque Lexmark, qui est une marque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque voilà, un équipement bureautique. Donc cette publicité qui date de 1991 montre une femme travailleuse, ou la working girl de l'époque, enfin toujours d'ailleurs, ce qu'on désigne comme working girl, dans son environnement professionnel. Le décor est composé de couleurs chaudes, on voit que c'est orange, ce qui idéalise l'univers du travail et apporte un confort et une efficacité. Donc, il y a un rappel de couleurs entre le noir de l'imprimante et le noir du tailleur de la jeune femme. Donc la femme peut être qualifiée de superwoman. Pourquoi ce terme de superwoman? Oui. Parce qu'elle utilise deux téléphones. Je ne sais pas si vous utilisez deux téléphones à la fois. Et bien vous êtes des superwoman, puisque la jeune femme est également bien habillée, elle est bien coiffée, elle est bien maquillée, ce qui correspond à son statut de chef d'entreprise et de femme d'affaires. Le graphique posé sur son bureau suppose que son travail est qualifié, qui nécessite certaines compétences, et le slogan 60% de chef d'entreprise, 40% de superwoman nous prouve que c'est une femme qui réussit dans son milieu professionnel et dans sa vie privée. Donc cette publicité a pour cible les femmes. Celles qui verront cette affiche auront envie d'acheter cette imprimante pour devenir aussi entreprenante que la femme qui est représentée ci-dessus. Je vais vous présenter maintenant une publicité sous forme de vidéo pour la marque de voiture Peugeot, pour la Peugeot 106 qui date de 1993. Bien joué. Merci. Alors vous aussi vous avez une 106? Oui, je l'aime. Tellement jolie, confortable. Et fiable en plus. Ah, c'est l'idéal. Et bien sûr, votre mari essaie de vous la prendre tous les jours, votre 106. Mon mari? Avant, oui. Plus maintenant. Peugeot 106, c'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme. Donc cette publicité met en scène deux femmes qui s'entraînent à tirer sur des cibles. C'est une activité qui est donc masculine. Voilà. Elles le font afin de protéger leur acquisition, c'est-à-dire la Peugeot 106. À un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles discutent et s'aperçoivent qu'elles sont là-bas dans le même but, qu'elles sont ici présentes dans le même but. Donc, dans leurs paroles, qui sont, je ne sais pas si vous avez fait attention, « Oui, je l'aime, tellement jolie, confortable et fiable, en plus, c'est l'idéal. » Elles font référence, on dirait qu'elles parlent de leur mari. L'une des femmes introduit le sujet de l'homme en demandant « Et bien sûr, votre mari essaie de vous la prendre tous les jours, votre 106. » Et l'autre répond « Mon mari? Avant, oui, plus maintenant. » Insinuant ainsi que depuis qu'elle sait tirer avec son pistolet, elle peut protéger sa voiture de son mari. Donc c'est une forme d'indépendance puisqu'elle possède une forme de pouvoir sur ses décisions.
publicité se conclut par la phrase « C'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme ». Donc cette phrase montre donc une masculinisation et une prise de pouvoir par rapport aux périodes précédentes. Mais sur cette période, les femmes sont toujours représentées comme soumises par les publicitaires. Oui, en effet. Donc à travers cette publicité pour une marque de jeux vidéo Jag, nous voyons une prostituée dans les bras d'un homme. Cet homme, c'est Tom Hanks, qui est un acteur et un réalisateur très reconnu américain, qui lui est plus intéressé par les jeux vidéo que par la femme en question. La femme qui est représentée comme une prostituée avec un porte-jartel, on ne voit même pas son visage, donc on n'a même pas son identité, c'est vraiment que pour son corps. Donc la femme est alors représentée comme un objet secondaire qui est dominé par l'homme. Nous avons également cette représentation de la femme soumise qu'on avait aux périodes précédentes. Enfin, pas soumise, mais la femme où on exploite son corps. Voilà, vraiment objet sexuel, la femme. La femme objet sexuel, c'est exactement ça. Avec cette seconde publicité pour la marque française de moto Vauxhall, cette publicité date des années 2000, de 2000 plus exactement. On voit ici une femme et en parallèle, à droite, une moto. Cette femme représente l'idéal féminin, elle a les cheveux longs, elle a des beaux yeux, elle a un décolleté avec une poitrine qui est apparente ainsi que son sous-vêtement. Le slogan qui est « Les connaisseurs vous le diront, les Françaises sont des bombes » compare les motos aux femmes, les connaisseurs ce sont les motards, les bombes ce sont les femmes ou encore les motos. Mais il existe d'autres formes de femmes soumises. Oui, il existe d'autres formes de femmes de la soumission de la femme, comme Bagelstein, qui je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque française de bagel qui attire souvent l'attention du public de par ses publicités choquantes, homophobes et sexistes. Oui, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Baupin, qui date de 2016. Donc l'affaire Baupin, donc Denis Baupin, c'est un homme politique membre d'Europe Écologie qui a été jugé à de nombreuses reprises suite à des agressions sexuelles et suite à des harcèlements sur des femmes. Donc cette pub pour Bagelstein met en scène des textos entre un homme et une vendeuse de chez Bagelstein. Donc tout d'abord, sur cet échange de textos, l'homme n'est pas identifié et le public pense qu'il s'agit d'une simple commande de bagel. Ensuite, au cours de la discussion, on comprend qu'il y a un quiproquo entre l'homme identifié comme étant Denis Baupin et la vendeuse de bagel. Effectivement, Monsieur Baupin ne voulait donc pas commander un bagel, mais il cherchait à contacter une prostituée. On comprend vite alors que le début de l'échange « il est chaud, votre trou » était un jeu de mots puisqu'il ne faisait pas référence au trou d'un bagel mais bien à l'appareil génital féminin. Donc cette publicité est donc sexiste puisque Bagelstein influence les consommateurs et fait de la communication pour rappeler cette affaire et remettre en scène cette femme qui est soumise, qui est agressée par les hommes. Et plus on va voir dans la société qu'il est acceptable de faire de l'humour sur des images, enfin sur des affaires telles que celle-là, ça va ancrer dans les mentalités. Exactement, c'est Mais exactement ça. c'est Bagelstein qui a évoqué quelques propos sexistes, non? En effet, alors Bagelstein est également très connu pour ses propos sexistes qu'il publie à répétition, comme par exemple « Il ne faut pas jouer avec le cœur d'une femme, mais plutôt avec ses seins, elle en a deux », ou encore « Un homme amoureux ne brisera jamais le cœur d'une femme, mais son cul peut-être », donc ils sont des propos très réducteurs pour la femme, et beaucoup de gens ne comprennent pas qu'une marque puisse véhiculer cette image, quoi. Et donc ces propos sont également relayés sur leur compte Twitter qui propose chaque jour des défis à leurs clients, tels que cap ou pas cap de mettre ta main sous la jupe de Serena Williams, ou encore cap ou pas cap de publier les conseils de drague de Denis Baupin. Donc cette femme objet sexuel, elle est beaucoup représentée dans toutes les villes, sur toutes les comment on dit ça? Il suffit de regarder les panneaux publicitaires présents dans les villes.
l'idée est toute faite. On en voit partout des femmes en sous-vêtements, donc par exemple la marque Obad, qui est une marque de lingerie française et qui est notamment connue pour ses publicités mettant en œuvre des leçons depuis 1992. Ces leçons sont particulièrement sexistes car elles montrent des femmes en sous-vêtements dans des positions sensuelles, laissant un message sur le rôle que devrait avoir une femme envers son homme. Ce concept a été inventé par Eric Flimon. Donc, ces publicités permettent à des femmes banales de s'identifier à des mannequins au corps magnifique mais dont le visage reste toujours masqué. Ces mannequins, qui jouent le rôle de l'idéal féminin, prodiguent à ces femmes banales des conseils pour faire craquer les hommes. Ces leçons jouent alors le jeu des clichés sexistes, entraînant ainsi l'idée que la femme doit répondre à certains critères, tels qu'être sexy et chercher à séduire son mari en répondant à ses attentes. Donc cet exemple de publicité sur les leçons Obad est la leçon numéro 138. Elle est doublement choquante et sexiste puisqu'elle met premièrement en avant le corps féminin en représentant une mannequin en sous-vêtements, mais elle porte également des chaussures à talons aiguilles, attributs du féminisme et de la sensualité. Et deuxièmement, la femme est représentée avec un plumeau à la main, indiquant ainsi son rôle de femme ménagère. Et de plus, le slogan de la leçon, « Tenir 3 heures et des poussières », a une double connotation. En effet, elle reprend l'idée de la femme sensuelle qui a le devoir de pratiquer une activité sexuelle intense et longue, traduit par l'expression « tenir 3 heures », et le groupe nominal « et des poussières » évoque ensuite le devoir de garder un foyer propre et de faire les poussières. Donc c'est également un jeu de mots puisque « et des poussières » évoque aussi la durée. Cette leçon qui est la 138e, donc il y a déjà eu 138 avant et on imagine qu'il y en a après, elle laisse présager une longue série de conseils semblables. Mais récemment j'ai vu une publicité avec Teddy Riner qui était, pour moi, plutôt sexiste. Vous voyez de quoi je parle ? Oui, je pense, je propose qu'on la regarde ensemble pour qu'on soit tout d'accord. Mais je vois pas de quoi vous parlez. Donc on va la regarder ensemble. Teddy Riner est définitivement un très grand champion. Son secret, c'est sa literie Habitat. Car son sommeil vaut de l'or. Et pour que ça continue, sa femme lui a concocté une nouvelle chambre dans la collection Bedding de chez Habitat. Habitat, le design a de l'esprit. Donc alors cette publicité est une publicité pour la collection Bedding de la marque Habitat. Donc alors on voit qu'elle a débuté par l'image de Teddy Riner, qui est un champion olympique, se réveillant dans son lit. Donc le choix de l'égérie de cette publicité n'est pas laissé au hasard. Donc en effet, il est la représentation de l'homme fort, sportif et protecteur qui fait de ce fait rêver tous les hommes, on peut dire. Donc cette idée est traduite par la première phrase: Teddy Riner est définitivement un très grand champion. Donc elle se poursuit par la mise en valeur de la qualité de leurs produits à travers la phrase « Son secret, c'est sa literie Habitat », insistant ainsi sur le fait que leur marque est à l'origine de son succès. La deuxième idée transmise par la vidéo est le rôle de sa femme. Donc en effet, le succès de Teddy Riner se réduit non seulement à sa literie, mais aussi au fait que ce soit sa femme qui lui ait concocté, comme je cite la publicité, une nouvelle chambre. Donc l'utilisation du verbe concocter prend en compte la préparation minutieuse de cette chambre, c'est-à-dire laver, repasser, faire le lit, ranger et choisir un mobilier adapté à l'épanouissement du grand champion qui était Teddy Riner. Cette représentation de la femme de Teddy Riner entretient les clichés de la femme au foyer, dont le rôle est entre autres de subvenir aux besoins. Donc ça continue. Voilà, du mari. D'accord. Nous voyons ainsi que les clichés concernant la femme persistent à travers le temps, on l'a vu à travers toute l'émission, et ces clichés persistent malgré de nombreux combats qui ont été menés contre cette représentation. En effet, un grand nombre de luttes ont été ou sont actuellement menées, comme par exemple, je pense que vous pouvez nous en parler pour certaines. Ah oui, donc en fait il y a énormément de combats, énormément de publicités qui sont mises en œuvre afin de lutter contre ce sexisme qui est représenté dans les pubs. Mais on va prendre l'exemple, puisqu'en fait pour revenir sur Rosie la rifteuse, qu'on a vu précédemment, qui est une femme forte, je sais pas si vous savez, mais la star internationale Beyoncé a publié le 12 janvier 2014 à 15h41 précisément cette photo sur le réseau social Instagram. Avec cette publication, elle remet au goût du jour Rosie la rifteuse, qui est l'égérie de la femme guerrière et travailleuse durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se prétend féministe et en reprenant le geste de Rosie la rifteuse, elle approuve le travail qu'elles ont mené durant la guerre.
Mais du coup, est-ce qu'on qualifie Beyoncé de féministe? Alors, dire qu'elle est féministe crée parfois le débat, parce que certaines demandent si on peut vraiment se prétendre féministe et porter le mini-shirt, le mini-body-shirt et chancrer tout ça, en dansant de façon lascive, ou parfois les accusations vont encore plus loin en fait. Certains vont jusqu'à qualifier Beyoncé de femme à son mari Jay-Z. Donc alors, les titres de Beyoncé sont mis au service de la controverse, donc peut-on chanter dans Girls Around the World, mais je vais traduire directement, si elle t'a plu, tu aurais dû lui passer la bague au doigt, sans se contredire. Ces contradictions sont étudiées par France TV dans cet article richement documenté. Donc alors je cite, à la question Beyoncé est-elle une féministe en carton, ils répondent d'un côté, en effet, Queen Bee prône une forme de girl power où les femmes s'assument et s'émancipent, notamment financièrement. De l'autre, elle gambade sur scène et dans ses clips à moitié nus, n'hésitant pas à se mettre en scène comme objet sexuel. La question est donc, Beyoncé est-elle une féministe en carton? C'est pour cela que il y a beaucoup de combats qui sont menés de la part des femmes, notamment des marques, de plein de supports différents, mais ils sont plus ou moins discutables. Finalement, plusieurs aspects de l'évolution de l'image de la femme dans la publicité se sont manifestés à travers notre développement. En effet, nous avons pu constater au fil des décennies des nuances dans la façon dont les publicitaires représentent la gente féminine. Mais il n'y a pas eu de changement majeur malgré des tentatives de changement positif de sa représentation. Si l'image de la femme dans la publicité a su évoluer, obligeant ainsi la femme à endosser différents rôles, par exemple la femme ménagère ou encore la femme objet sexuel, elle reste toujours, dans la plupart des cas, dégradée. De plus, nous avons pu observer de nombreux combats menés contre cette image, tant bien par des groupes féministes que par des marques, à l'image de l'association Oser le féminisme ou encore de la campagne publicitaire de Diane von Furstenberg. Ces combats font suite à une prise de conscience générale plutôt récente, du fait de la représentation de la femme à travers les publicités, n'est ni justifiée, ni représentative de la réalité, ni humiliante. Cette émission touche à sa fin, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ce reportage. À la semaine prochaine!